Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre. Aujourd'hui, on rencontre une entrepreneuse bordelaise, c'est Julie qui est kinésiologue. Après un long parcours en tant que salariée dans différentes boîtes, Julie a franchi le cap pour entreprendre il y a quelques années. Elle nous parle de son parcours, de la création de son activité et de sa vision d'entreprendre. Juste avant de découvrir l'entretien, je vous rappelle que dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de toujours rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve pour échanger sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je me trouve avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Alors ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter ? Ça veut dire ton parcours, qu'est-ce que tu as fait ? Ok, il va falloir être concise. Donc moi, je suis Julie Marchive. Aujourd'hui, je suis kinésiologue. Donc kinésiologue parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas. C'est un métier qui est nouveau en France, qui est reconnu à l'international et qui est pas mal connu. En gros, il est né dans les années 60 dans les États-Unis, au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, il est reconnu pas mal en Europe, plutôt du Nord, en Suisse aussi, et plutôt après, ça va être sur la Russie. Donc en fait, c'est pour faire très simple, c'est la science du mouvement. L'étymologie du mot kinésiologie, c'est la science du mouvement. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est très simple, je travaille sur la mémoire du corps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens ils viennent en séance, on va discuter ensemble de qu'est-ce qui est difficile pour eux, sur quoi ils aimeraient bien travailler, où est-ce qu'ils sentent que c'est bloqué, et parfois on sent qu'il y a des choses qui sont bloquées, on ne sait pas trop l'expliquer. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être une douleur physique, un stress, ça peut aussi être des angoisses, enfin vraiment dans toutes les sphères. Aussi au niveau sportif, j'ai des sportifs qui viennent me voir quand ils n'arrivent pas à dépasser certaines performances. Donc tu vois, c'est quand même très très large. Et aussi sur des douleurs chroniques où ils ont essayé kiné, ostéo, ils sont bloqués, c'est peut-être qu'il y a de l'émotionnel derrière. Donc en fait, à partir de ça, on va formuler ensemble une phrase positive d'intention. En gros, ce serait quoi leur idéal, ce serait quoi leur rêve. Et après, on passe pas par la tête, mais on va passer par le corps. Donc là, en fait, moi, je me base sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, et après, je vais aller chercher les informations, je vais investiguer dans le corps, voir, tiens, qu'est-ce qui est en déséquilibre ? Et puis, je vais le remettre à l'équilibre pour pouvoir permettre à la personne d'arriver ce à quoi elle aimerait arriver. Donc ça, on va en parler un peu plus tard, mais j'aimerais savoir justement comment toi, t'es venu à faire cette activité. Alors moi, je suis venue, je crois, un peu par hasard. Pour mon parcours, moi, j'ai fait un BTS action commerciale, j'ai fait une école de commerce. Laquelle ? L'INSEC Bordeaux. Ok. Et avant, j'étais à Gustave Eiffel à Bordeaux. Voilà, donc c'est tout un parcours vraiment orienté commerce. Pourquoi ? Parce que j'aimais le contact avec les gens, un papa entrepreneur. Voilà, donc dans la famille, on a toujours eu cette notion d'être en lien avec des gens, plutôt sur le bon côté des gens, sur les aspects festifs de la vie. Et du coup, mon parcours a été vraiment comme ça. Donc, j'ai commencé dans des grosses boîtes. Ma première expérience dans le prêt-à-porter. Après, je travaillais dans les banques et finances. Et j'ai fini plus de 10 ans dans l'hôtellerie-restauration, mais plutôt pour l'ouverture de gros projets. Je travaillais, par exemple, je fais l'ouverture de l'Intercontinental Marseille-Hôtel-Dieu à Marseille, donc toujours des gros projets. Après, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a ouvert la Cité du Vin à Bordeaux. Donc, tu as toujours des gros projets, des gros challenges. Et surtout, j'étais en management, donc j'animais des gens, je m'occupais d'eux, je les accompagnais. Et je me suis trouvée très vite frustrée parce que je me sentais très limitée dans le management et dans l'accompagnement des gens. Puis un jour, j'ai réalisé, je crois que c'était tout simplement à une pause café, que ce qui me faisait vibrer, c'était plus de remplir des tableaux chiffrés Excel, c'était plus de voir les gens de l'équipe évoluer et pas forcément par rapport aux objectifs financiers des sociétés, mais plus dans leur parcours de vie, quoi. C'est ça qui vraiment m'animait. Après, bref, j'ai été débauchée, j'ai eu la chance d'aller sur un poste, sur une direction d'une agence de com sur Bordeaux. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. Le fameux. Le fameux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du temps pour la première fois pour réfléchir. Et je crois que comme pour beaucoup de personnes, ça a vraiment permis un temps d'introspection. Et j'ai pris ce temps-là et j'ai vraiment écouté plus mon cœur que mes peurs. Je me suis inscrite dans une école de kinésiologie, vraiment sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Excuse-moi, je fais une petite pause. Comment t'es parti sur ça ? T'aurais pu faire, je sais pas, partir sur d'autres activités. Bon. Ouais. Ça, c'était quoi le déclic ? T'as vu un magazine ? Quelqu'un t'en a parlé ? Le déclic, ça a été ma sœur et une de mes meilleures amies qui ont fait une séance quand elles avaient 18 ans. Donc, c'était pas tout jeune. Et en fait, il y avait eu un tel effet avant-après rapide et vraiment... tu vois, comme un déclic, une transformation dans leur vie. J'avais trouvé ça fascinant. Et c'était toujours resté dans un coin de ma tête.
J'ai eu un de mes fils qui a eu des soucis à l'école à un moment donné dans son parcours. Je l'ai emmené aussi voir une kinésiologue, peut-être 2 ans avant. J'ai fait 3-4 séances. Et il y a vraiment eu un avant-après sur lui. Je me suis dit, waouh. J'aimais bien ce côté, ça va vite et vraiment, ça permet de basculer sur des blocages qui sont là depuis longtemps. Du coup, je me suis lancée là-dedans parce que aussi sur le côté pratique, c'était 2 ans d'études, c'était quelque chose qui pouvait voilà, tout s'embriquer facilement. Donc voilà, donc je me suis inscrite, mais j'étais encore en poste. Et mon patron de l'époque voulait pas me lâcher parce que comme j'avais la casquette commerciale aussi, je pouvais l'aider à développer, donc il voulait pas lâcher. Et puis finalement, malheureusement pour lui, sa société a fermé et heureusement pour moi, j'ai pu m'envoler du coup vers cette école. Donc là, tu arrives à l'école. Donc c'est quoi un cursus? Tu étais en cours ou ça se passait, vu que tu avais le Covid, ça se passait plus chez toi? C'était juste après, tu sais, les périodes de pandémie. D'accord. Donc vraiment, les périodes de confinement étaient juste derrière nous. Donc j'ai commencé le cursus juste après ça. Donc j'ai pu aller en cours en présentiel. Avec un masque. Avec un masque. Mais qu'on n'a pas gardé longtemps finalement. Et là, j'ai fait mon parcours. Au début, ma prof m'a dit, c'est 2 ans. Moi, je lui dis, en fait, je trouve qu'en France, on a une chance énorme d'avoir le chômage quand on veut se réorienter, entreprendre dans quelque chose. Et du coup, j'ai dit non, moi, j'ai 2 ans, mais il faut aussi que je gagne ma vie parce que j'ai une réalité financière, une famille, des factures. Et du coup, j'ai aussi ce paramètre-là qui est important. Et je lui dis, moi, j'ai 2 ans. Et au final, j'ai réussi à faire le cursus en 1 an et demi. Avant ça, par contre, j'ai travaillé sur moi. Je suis pas arrivée en formation en me disant la fleur au fusil, salut, j'ai jamais rien fait sur moi. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait avant d'entreprendre et de me lancer là-dedans, j'avais conscience que j'avais beaucoup de peur et du coup, j'ai travaillé sur mes peurs. Parce que 17 ans de salariat, où voilà, j'avais mon salaire tout le temps, je pouvais être malade, je pouvais être en vacances, il y avait toujours quelque chose qui tombait. Et je t'avoue que même le fait d'avoir toujours baigné au milieu d'entrepreneurs, j'avais quand même ces peurs qui étaient là de me dire c'est un peu le saut dans le vide quand même. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidée. Du coup, je suis partie et ça a été vraiment comme sur des fondations. C'est comme quand tu construis une maison, c'est ce que ça m'a fait. En fait, mes fondations, elles étaient solides. J'étais dans ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer. Et du coup, j'ai fait des fondations solides pour pouvoir bâtir dessus. Et question justement, est-ce que tu trouves qu'en France, on est bien aidé, bien accompagné quand on veut changer justement de parcours de vie? Alors en France, ce qui est super positif, c'est que comme je te disais, on a le chômage, donc on a le côté financier où on peut se dire, on a quand même cette... Moi, je l'ai vu comme un cadeau, ça. Même si on cotise pour, c'est quand même un cadeau. Il y a des pays où il n'y a rien par rapport à ça. Donc je l'ai vu comme un cadeau. Après, je pense qu'il y a vraiment des axes d'amélioration sur l'accompagnement parce que les gens, quand ça fait 25 ans ou 30 ans qu'ils sont dans du salariat, c'est dur de lâcher ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de peur. Et puis savoir qu'est-ce qui nous anime, pour beaucoup de gens, on se rend compte que c'est pas si simple. Comme tu dis, il y a l'envie d'eux et le franchir le cap. Après, ça dépend des caractères des gens. Ça dépend des caractères. Il y en a qui foncent et qui regardent après et ça fonctionne. Mais souvent, j'ai remarqué que ces gens-là, c'est quand ils sont dans tu vois, un peu une énergie de ça leur plaît, ça les anime, comme un élan, un peu comme un feeling, quoi. Ils sont reliés à leur intuition et ils y vont, quoi. Ils se posent pas de questions. Ceux pour qui c'est plus compliqué, il y a les peurs, il y a le mental qui arrive et là, ça peut être bloquant. Et puis aussi, comme tu dis, je pense que c'est important, c'est après de vouloir faire une activité, changer, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi en vivre. Ouais. Il y en a beaucoup, ils vont changer d'activité et peut-être ils vont gagner 3-4 fois moins ou très peu d'argent. Donc forcément aussi, c'est quand tu as une famille, comme tu dis, tu as des factures à payer, c'est une grosse donnée à prendre en compte. Donc surtout quand tu es dans un âge, on va dire souvent, ça arrive à partir de 30 ans, je pense, où tu as vraiment envie de passer ce cap-là. Et puis après, je crois que la moyenne des entrepreneurs, où vraiment il y a des nouveaux entrepreneurs, ils ont une 40aine d'années. Donc je pense ils ont déjà un parcours professionnel qui fait que, mais c'est vrai de pouvoir se dire je me lance, ok, mais aussi faut que ça rapporte. Ouais, c'est juste que tu dis, ce que j'observe sur les gens que j'accompagne, c'est souvent entre 35 et 45 ans. Ouais. C'est souvent ça où les gens, ils ont envie de changer, quoi. On revient au cursus, donc tu sors, t'as ton diplôme. Ouais. Là maintenant, faut trouver de la clientèle. Oui, exactement. Bon, après, t'avais l'expérience commerciale, donc tu sais comment... Oui, c'est vrai que mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est vrai que ça m'a aidé sur le côté, tu vois, me présenter. Du coup, je savais faire. Parler de moi, je savais faire. Et puis là, je parlais sur quelque chose vraiment qui me faisait vibrer et dans lequel je croyais très fort. Donc, c'était encore plus facile finalement. Puis, tu vois, je crois vraiment que tout s'est aligné pour moi parce que quand tu es au bon endroit, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et expérimenté. C'est que là, j'étais vraiment, je sais pas comment, je vibrais, mais de tout mon être. Et du coup, comme j'étais au bon endroit et que ça me plaisait et que vraiment j'étais très à l'aise, j'étais vraiment à ma place, c'est comme si toutes les planètes sont alignées. Tout a été facile dans le sens, la vie m'a mis un peu des cadeaux, tu vois, sur le chemin. J'ai eu la chance d'avoir un cabinet mis à dispo gracieusement
par mon beau-frère et ma sœur qui m'ont dit tiens, j'ai un petit truc là, si tu veux commencer pendant quelques mois. Donc tu vois, pour commencer aussi, il y a eu ça. Donc tout s'est hyper bien aligné. Après, ce local-là a été vendu. Finalement, ça m'a permis de me mettre dans un autre local qui était encore mieux pour moi. Enfin, et vraiment au bon endroit, ouais, à chaque fois. Tout s'aligne, quoi. Comme... On qualifierait ça de la chance ou... Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est quand tu arrives à t'écouter, vraiment savoir ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui te correspond. Et ben du coup, tout est fluide. Vraiment, dans moi, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est quand j'ai voulu aller sur des voies professionnelles ou des choses, et quand c'était compliqué, ça bloquait, c'est tout simplement que c'était pas fait pour moi, en fait. C'est pas forcément, tu vois, c'est un peu cette notion de l'échec qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, où on voit la culture qu'on a aux US, où on va te dire c'est super parce qu'en fait, t'as appris plein de choses. Mais là, c'est ça, en fait, en France, c'est, là-dessus, l'échec, ça va être plutôt honteux, on va mal le vivre. Alors qu'au final, c'est juste que t'es pas au bon endroit, c'est pas ce qu'il te faut et que il y a quelque chose de mieux ailleurs, quoi, pour toi. Je pense aussi que, surtout maintenant, pour en parler avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'échec, c'est une étape. Ouais. Alors que avant, quand on parlait d'échec, c'était genre c'est fini, quoi. Il Oui. faut faire autre chose que ça. Non, c'est une étape pour justement, ça fait partie du cursus. Mais c'est pas facile à vivre. C'est Mm. vrai que c'est pas facile. Quand tu viens d'échec, tu te dis, tu le prends pour toi au début. On n'est pas trop habitué en France à prendre de la hauteur et de suite se dire, tiens, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai à en comprendre et comment je transforme ça. D'être accompagné, c'est important. Ouais, c'est chouette de se faire accompagner. Moi, tu vois, quand je me suis partie sur ce projet d'entrepreneuriat, j'avais fait une école de commerce, donc je sais comment ça fonctionne. J'avais ce côté commercial, je savais comment ça fonctionne. Mais je voyais que ce qui bloquait, c'était ces peurs. Donc j'ai travaillé sur mes peurs. Je me suis dit, en fait, je vais travailler dessus et je me suis fait accompagner pour ça. Et donc, ça revient à ton activité, donc la kinésiologie. Pour les gens à qui ça parle pas du tout, Ouais. comment tu pourrais l'expliquer en quelques phrases? Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un truc qui coince où vraiment, c'est des choses sur lesquelles les gens ont déjà réfléchi ou des schémas répétitifs, des douleurs. Ça peut être un genou ou voilà, ils ont mal depuis des années, il y a rien qui fait. Ça peut être, j'ai pas mal d'enfants, j'ai plein de photos au cabinet parce que Lionel Messi, tu vois, par exemple, dans ses entraînements, lui, il le dit dans toutes ses interviews, il fait plein de choses, mais dont la kinésiologie. Parce qu'on va travailler sur les mémoires du corps. Donc, du coup, ça permet de transformer des choses, la confiance en soi. Les troubles de l'apprentissage pour les enfants. J'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont beaucoup de charges, où c'est difficile pour eux de se poser, de réussir à hiérarchiser, où ils sont un peu submergés. On va travailler justement pour une prise de hauteur et prendre moins les choses intensément. Enfin, vraiment, c'est tout type de problématiques. Et en fait, on va passer tout simplement par le corps. On définit ensemble, allez, quel est ton objectif, sur quoi tu as envie de travailler. Voilà. Ou des émotions n'arrivent pas à s'en débarrasser, ou des blocages, ou des douleurs, parce qu'on va aller écouter ce que le corps a à nous dire. J'emmène les gens à voir qu'ils sont pas que dans leur tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en Occident, on nous apprend à réfléchir avec la tête, mais l'être humain, il est bien plus que la tête. Et on se rend compte que souvent, les entrepreneurs, ils réfléchissent pas qu'avec la tête. Ils réfléchissent avec l'instinct et tout ça. Donc, c'est vraiment se reconnecter à toutes ces sphères qu'il y a chez l'être humain, tout simplement. Et justement, pour parler de ta clientèle, est-ce que tu as un client type ou une cliente type? J'ai pas de client type. Parce que ça va du bébé jusqu'aux grands-parents. Donc, tu vois, c'est super large. J'ai pas de client type. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont essayé souvent pas mal de choses et qu'ils constatent qu'ils sont bloqués. C'est surtout ça, la chose commune. Et on va dire par rapport à moi, sans dévoiler de secrets, les mots les plus fréquents. Je veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais quand même, je constate que chez les femmes, c'est beaucoup l'épuisement. Tu vois, avec la charge, cette envie d'être une super maman, une super businesswoman, une super femme, une super amante. Chez les femmes, c'est souvent ça. Et elles arrivent souvent avec leur enfant qui a un petit truc, puis au final, on se rend compte que finalement, c'est la maman qui porte beaucoup de choses et elle a besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et chez les hommes, ça va être beaucoup, ça va être, tu sais, ce côté de poids, de performance, de porter la famille, d'y arriver. Et du coup, c'est pas toujours simple parce qu'il y en a qui se mettent énormément de pression par rapport à ça. Par rapport aux hommes, est-ce qu'il y a une évolution où genre, avant, tu vois, les hommes justement très cartésiens, ils osent pas se délivrer, etc. Est-ce que tu vois avec les nouvelles générations, ça se détend un peu ou pas tant que ça? C'est chouette ce que tu dis parce que j'ai beaucoup d'hommes qui rentrent dans le cabinet qui me disent, moi, de toute façon, déjà, moi, les gens que je reçois, on s'appelle par le prénom. On se voit, mais on s'appelle par le prénom. Et j'aime la simplicité. Et souvent, ils me disent, Julie, moi, vous savez, je suis hyper cartésien.
Moi, je dis génial. Enfin, c'est top. Mais vous allez voir, on va vivre un truc très chouette. Et en fait, c'est juste les amener à se connecter à autre chose, quoi, à prendre conscience d'autre chose. Donc, franchement, quand je fais des accompagnements avec des personnes, il y en a qui viennent pour une séance, mais en général, on en fait quand même plusieurs. Pas forcément des suivis très longs, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que les gens soient autonomes. C'est plus des prises de conscience sur lesquelles on travaille. Et après, il y a vraiment un autre regard sur plein de choses. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de voir l'évolution des gens. Et des fois, tu peux être surprise par un mot ou enfin, tu t'attends à tout. Je suis pas surprise parce que quand je reçois les gens, je suis vraiment dans l'accueil, je suis dans l'énergie du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vraiment dans l'amour de la personne et je la prends vraiment comme elle est dans toutes ses sphères. Donc il y a jamais de jugement. Donc je suis vraiment dans ma posture où j'accueille les gens comme ils sont. Donc je n'ai pas de surprise particulière. Tu aurais un conseil à donner par rapport à ton parcours à des entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens même qui ont envie d'entreprendre et qui n'osent pas? Moi, je leur dirais vraiment d'aller se connecter à leur corps. Pas à leur tête. Parfois, tu sais, on a cette petite étincelle au fond qui nous fait vibrer là au fond du corps. On ne sait pas trop l'expliquer, cet élan. La tête comprend pas, mais le corps, il sait. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des boussoles. C'est suivre cette étincelle au fond, ce qui t'anime, et c'est d'y aller. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça nous met en joie, et puis on comprend après quand on l'écoute. On dit, bah ouais, parce qu'en fait, ça m'a permis de rencontrer ça, d'aller sur ce projet, et de grandir, et de faire ça, ça, ça. Donc vraiment, de plus se connecter au corps. Et s'il y a des peurs, de travailler sur ces peurs. C'est ok d'avoir des peurs, mais faut pas que ça bloque, quoi. De parler peut-être plus à des personnes qu'on connaît pas qu'à des personnes qu'on connaît dans son entourage. C'est peut-être plus facile de parler à des gens qu'on connaît pas. Toi, de venir te voir, Ouais, alors ça, je sais pas, parce que figure-toi que j'accompagne plein de gens que je connais et que j'ai connus dans différentes vies. Donc du coup, je crois que ça, c'est propre à chacun. C'est pareil, je suis pas sûre qu'il y ait une règle d'or parce qu'au début, j'avais aussi des croyances. Et au final, je me rends compte que j'ai fait des super parcours de vie avec des gens que je connaissais d'autres parcours de vie il y a très longtemps. J'ai vu des super évolutions et du coup, je sais pas je pense que c'était peut-être plus des croyances. Donc pareil, je pense que chacun sait pour soi en fait. C'est juste de réussir à se connecter, à savoir pour soi, est-ce que ça peut le faire ou pas. C'est sûr qu'on est dans l'intime et même pour toi, quand tu connais les gens, c'est pas compliqué. Enfin, faut mettre une barrière aussi, mais tu sais aussi que tu connais les gens Ouais. dans la vie privée, par exemple, tu vois. Là, j'ai vraiment ma casquette, voilà, Julie Kinésio, donc, et je leur dis toujours, ce qui se dit ici, il y a rien qui sort d'ici, quoi. Parce que la confidentialité, pour moi, c'est essentiel. Il faut que les gens ils se sentent en sécurité pour pouvoir déposer tout ce qu'ils ont à déposer, pour être dans le vrai et la transformation. Et pour toi, quelle a été la rencontre la plus marquante, justement, dans ton parcours pro sur les 5 dernières années? Sur les 5 dernières années. Après, si tu as vraiment une personne qui t'a impacté étant plus jeune, j'ai n'hésite une pas, personne qui m'a impacté au niveau professionnel étant plus jeune, où je me suis dit, waouh, elle est incroyable. Et dans mon parcours professionnel, là, ouais, je pense à une autre aussi, mais qui est plus dans... Je peux t'en dire 2, du coup. Mais bien sûr, même 3. Une des premières, c'est ma première expérience. Moi, j'étais au service achat dans les boutiques pour Kaggle, ce que j'appelle, qui ont fermé là il y a pas longtemps. Tu sais, Jennifer, j'étais au service achat. Et première expérience, la directrice des achats, je m'en rappelle, je suis arrivée, cette nana, elle était incroyable avec un aura de fou. Et elle m'a toujours fascinée parce que t'arrivais dans le bureau, t'avais une problématique. Elle avait toujours la solution. Elle savait toujours ce qu'il fallait faire avec qui. Je pense que c'était vraiment une nana qui était OK cérébrale, mais vraiment liée à l'instinct. Et je la trouvais incroyable. Et d'une simplicité et d'une justesse à chaque fois dans toute situation incroyable. Elle s'appelait Emilia. Et elle avait commencé, pour la petite histoire, magasinière, tu vois. Elle était en logistique. Elle a vraiment monté les échelons. Ah ouais. Elle était arrivée jusque tout en haut, tu vois. C'était la directrice du service achat. Donc Emilia, ça je m'en rappelle, incroyable. Et après, là, dans mon parcours de kinésiologue, ouais, celle qui m'a profondément touchée, elle s'appelle Marie Queux. Elle a créé l'école de kinésiologie, première école de kinésiologie aux Pays-Bas. Et elle vit dans le Lot-et-Garonne aujourd'hui. Et elle initie plein de gens. Et c'est vraiment une femme, ce que j'appelle une femme sage, qui est d'une grande sagesse et qui a toujours les mots justes, qui parle pas très bien français. Mais c'est pas grave, on arrive à se comprendre. Elle transmet des choses qui sont très précieuses aujourd'hui, je trouve. Julie, tu pourrais nous raconter un échec qui t'a construit? Le plus gros échec que j'ai vécu en entreprise au début, j'ai toujours eu cette dualité en moi, tu sais, quand j'étais en entreprise, parce que moi, je suis une passionnée de l'humain. J'aime foncièrement les gens et ça a toujours été ma marque de fabrique. Et en fait, tu vois, sur un parcours dans l'ouverture d'un très bel hôtel, donc tu vois, ça demande beaucoup d'investissement, on fait des gros horaires, on est une grosse équipe et j'étais pas du tout en accord avec le management de mon manager de l'époque.
Celle qui m'a recrutée, en fait, c'était la big boss. Et après, j'avais un N+1 entre elle et moi. Et on n'était pas du tout en accord sur la façon de manager. Et en fait, c'était pas fait sciemment de son côté, mais il y avait des dégâts quand même derrière. Et ça, pour moi, c'était pas OK. Et en fait, on n'arrivait pas à se comprendre parce qu'on n'avait pas du tout le même langage. Donc, les résultats étaient là, on va dire, au niveau financier, au niveau des équipes et tout ça. Et on se comprenait pas du tout. Et en fait, moi, je l'ai vraiment vécu comme un échec, ça, de pas réussir à trouver ma place avec lui. Donc, je suis partie. Bref, j'ai été débauchée par un autre groupe hôtelier, donc je suis partie. Et sur le moment... Et c'était à cause de ça? Ouais. T'es vraiment partie parce que t'avais pas la plus. connexion? Okay. Ah non, je pouvais plus. En fait, si tu veux, il le faisait pas sciemment, mais il y avait de la maltraitance et j'ai vu des gens partir en burn-out et des gens dans des grandes souffrances. Et ça, pour moi, en tant que manager, t'as une responsabilité du bien-être de tes équipes. Alors, tu peux pas tout maîtriser. Mais à un moment donné, il y avait des choses où, pour moi, c'était pas du tout OK. Et je lui avais dit, mais il m'entendait pas. Donc, voilà. Tu vois, j'avais vraiment ce côté où mon cœur, c'était pas OK, quoi. Je pouvais pas avoir des gens dans le mal comme ça. Donc, je suis partie. Ça a été, ça, au début, je l'ai vécu comme un échec parce que j'avais mis tout mon cœur dans ce projet. J'adorais. Je suis partie de manière très digne en disant qu'on se comprenait pas, mais sur le coup ça a été difficile. Je l'ai vécu, je me suis dit Julie, t'as pas été à la hauteur, qu'est-ce que t'as pas compris, mais il m'a fallu des années pour comprendre, et pour comprendre que non, tout simplement, c'est OK de pas être d'accord, et justement je suis restée droite dans mes bottes par rapport à mes principes, et c'était pas un échec, c'est juste que ma place elle était pas là, quoi. Après on voit là c'est vraiment mis en avant aussi après Covid, justement le bien-être des salariés qu'on parlait très peu il y a quelques années. C'est vrai que maintenant, le manager qui doit prendre en compte même la personne, si elle n'est pas bien, c'est aussi peut-être parce que dans sa vie à côté, etc. De le prendre en compte dans le milieu du travail, ça fait très peu de temps que c'est pris en compte, et encore pas par tout le monde. Pas par tout le monde. Et tu vois, sur ma dernière expérience, pour pas les nommer à la Cité du Vin, c'était chouette parce qu'il y avait vraiment ça qui était mis en avant. Et moi, j'ai pu vraiment vivre ça avec mon équipe. Ça veut dire que moi, les membres de mon équipe, je les ai recrutés déjà. Donc, je les aime avec leurs bons et leurs mauvais côtés, quoi. Donc, c'est un peu comme une mission de faire que, tu vois, t'es le chef d'orchestre de tout ça et que ça se passe au mieux. Et s'il y a un maillon dans l'équipe qui a des difficultés à un moment donné, c'est OK d'être en soutien. Et en fait, c'est le rôle du manager, quoi. Et ça, moi, j'ai vraiment toujours mis tout mon cœur, et je pense que c'est important. Et je pense que tout le monde n'a pas les clés aussi. Moi, mon équipe me l'a rendu fois 1000, hein, franchement. Et pour moi, c'était le plus beau des cadeaux. Mais je pense que tout le monde n'a pas les clés, et ça en entreprise, ça manque. Mais je pense que le coaching c'est bien, mais du coup ça a aussi ses limites parce qu'il faudrait jouer sur d'autres aspects pour les gens. Et toi, tu avais une question justement que tu aimais bien poser quand tu recrutais quelqu'un? Ouais, qui me parle d'eux. Ah, direct. Je regardais le parcours rapide sur le CV, mais moi j'ai embauché, je me rappellerai toujours, une de mes embauches, c'était surtout, moi c'est qui me parle d'eux, qui sont, c'est quoi leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux. Qu'est-ce qu'ils recherchent dans une équipe? C'était, en fait, je les ai parlé autour, tu vois, de la petite case Obi, là, tu vois, à la fin. On part de là, en général, et puis on commence à sortir des petites fils, tirer un peu la pelote de laine. Et souvent, après, ça se finissait de façon, moi, les discussions, c'était toujours informel, quoi. Si on peut donner un conseil aux gens, justement, qui ont du staff, c'est peut-être faire des réunions régulières. Ouais, c'est pour expliquer, important. pour parler, de ne pas laisser de non-dit. Tout à fait. Moi, j'en faisais une hebdomadaire avec les membres de mon équipe, quoi. Rapide, hein. Des fois, même juste un café, savoir comment ça va, c'est hyper important. Et ça prend énormément de temps en tant que manager, mais c'est la base pour avoir une équipe saine. On peut pas négliger ça. Et dans ton activité actuellement, tu pourrais avoir du staff ou pas? Ou c'est vraiment quelque chose, non, c'était sur l'humain, c'est toi avec... Alors, je sais pas si on dit patient, client... Client, on dit. Client, okay. Ouais, client. Il y en a qui disent patient, mais on peut pas parce qu'on n'est pas reconnu. Alors, ça pourrait. En fait, j'ai 1000 projets en tête. Sur des axes de développement. Aujourd'hui, c'est d'entreprendre plein de choses, mais pour être au service de l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense qu'on a un gros axe d'amélioration, tu vois, sur le relationnel entre les gens. En fait, je pars du principe que si tout le monde trouve la paix en soi, automatiquement, ils vont être en paix dans les relations avec les gens. Et en fait, on va avoir un monde plus apaisé et des choses plus équilibrées. Tu vois, si je dis n'importe quoi, mais si Poutine ou Macron avaient peut-être fait du travail sur soi pour avoir la paix en soi, je pense qu'on aurait, tu vois, un monde plus en paix. Et je pense que ça part de là, et c'est
comme des petites graines qu'on va semer un peu partout. Et ouais, j'aimerais vraiment développer ça au niveau des enfants, tu vois. Des enfants. Déjà, ça doit être appris à l'école. Ouais, exactement. Donc, c'est des cours, quoi. Ouais, Cours de sport, cours de... comme le lobbying pharmaceutique peut exister, comme le lobbying, tu vois, de l'industrie. Moi, j'aimerais bien plutôt travailler sur le lobbying pour la santé mentale des enfants, pour la santé mentale des gens en entreprise, parce que je vois trop de gens qui arrivent au cabinet où ils sont vraiment trop abîmés. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites en amont pour désamorcer ça. C'est pas reconnu par l'État. Est-ce que tu penses que ça peut le devenir et pourquoi c'est pas reconnu actuellement? Pourquoi on se pose la question Ouais, parce que ça fait partie des nouveaux métiers. Tu vois, ça fait partie des nouveaux métiers. Et comme les ostéos, ils ont mis plus de, je crois que c'est 30 ou 40 ans pour être reconnus, les kinésiologues, ils sont là-dessus. Moi, c'est pas mon combat, que je sois reconnue ou pas. Pour être honnête, ça m'est égal. Il y a des mutuelles qui remboursent, tu vois. Donc, si les gens, ils ont envie, ils peuvent. Et puis, des fois, plutôt que de manger 2 McDo, vaut peut-être mieux mettre ce budget-là dans une séance de kinésio. Voire même, faut pas manger au McDo. Oui, je sais pas si on peut citer des marques. Mais bien sûr, on peut tout dire. Voilà. Donc, c'est dans cette idée-là, tu vois. C'est dans voilà, on a toujours le choix de mettre l'argent où on a envie de le mettre aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une séance, ça coûte combien? Une séance, ça coûte 70 €. Voilà, c'est le prix moyen qu'on peut voir même pour un massage ou pour ou une consultation pour oui, sachant que pour les gens qui ont des difficultés de paiement, je propose toujours des paiements en plusieurs fois et il faut pas que l'argent soit un frein. Et moi je reçois des gens qui ont vraiment pas les moyens, mais leur priorité c'est juste d'être bien. Mais ça, c'est un investissement. C'est un investissement sur soi. Acheter des bouquins ou d'autres choses. Et ce que tu dis est juste, moi je dis toujours le meilleur des investissements, c'est les investissements qu'on met sur soi. Ça c'est le meilleur. Si on parle de tes objectifs dans les prochains mois, c'est lesquels? Ta vision, d'avoir 1000 projets. Dans les prochains mois, c'est de continuer à me former, à me nourrir, parce que ça, je ne m'arrête jamais. Je suis un petit peu la tête dans les bouquins pour transmettre au plus juste et au mieux, au plus grand nombre. Donc ça, je continue à fond. Et après, j'envisage de m'orienter sur une transmission, comme je disais, plus sur les enfants. Mais ce sera peut-être pas sur les prochains mois, ce sera peut-être plutôt sur l'année prochaine. Entreprise ou enfant. Ouais, j'aimerais bien aller sur du groupe, tu vois, pour pouvoir diffuser à plus grande échelle. Et justement, en lecture, quel conseil de bouquin tu pourrais nous conseiller pour il y en a 1000. Tout ce qui est déjà beaucoup, Thomas Dasenbourg, je ne sais pas si on a entendu parler. Pas du tout. Ok, c'est un très court, il était avocat avant, il a fait de la CNV, ce qu'on appelle la communication non violente. Je trouve que c'est un super outil, ça. Si tout le monde avait les bases de ça, je pense que déjà dans les familles, en entreprise, les rapports seraient beaucoup plus légers et beaucoup plus vrais, et ça permettrait à tout le monde de gagner du temps. Genre, tu dis quoi en ce moment? Moi, en ce moment, ce que je lis Les Maîtres spirituels. Waouh. Ça, c'est un récap avec tous les grands maîtres spirituels qui sont sur Terre, qu'il y a pu y avoir. D'accord. Un recueil avec plein d'enseignements. Ça sent le gros pavé, ça, non? Ouais, il est gros, mais t'es pas obligé de tout lire. Ah tu bon, lis que ce qui t'intéresse. Ouais. Maintenant, avec l'IA, tout change. Et c'est vrai que c'est dans tous les domaines, même au niveau informatique. Maintenant, les informaticiens, ils travaillent sur ChatGPT. Enfin, tout va tellement vite et que je pense qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître et des nouveaux qui sont en train d'apparaître. Donc c'est pour ça, le meilleur conseil que j'ai à dire, c'est en fait, faites ce que vous aimez, quoi, parce qu'en fait, on sait pas ce que seront les métiers en gros demain. Et je pense que toi, ton métier, ça va être compliqué d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Ouais, non, je pense pas. Les métiers d'aide et d'écoute comme ça, on peut pas. Ouais. Je crois pas trop. Ça va être très difficile d'être remplacé. Ta vision, quand tu gères, parce que tu dis que tu as 2 enfants, gérer la vie pro, la vie perso, comment tu arrives à jongler? Moi, j'ai des temps off. Comme je suis dans un métier où je donne beaucoup de ma personne, si tu veux, quand je travaille, c'est du 100%. Avant, quand je travaillais, je pouvais aller prendre un café, je pouvais rêver, je pouvais surfer sur ordinateur. Là, je suis à 200% avec les gens. Donc, quand j'ai des grosses journées, le soir, les enfants, ils savent, et mon conjoint qu'il faut pas trop me solliciter. Mais il y a des jours où j'ai des pauses, ouais. Je fais beaucoup plus de sport qu'avant. J'ai au moins 2 j'ai au moins 2 cours de yoga et un cours de renfort musculaire par semaine parce que j'ai besoin de ça. Et puis j'ai des moments où je vais lire et puis le reste pour justement penser à tous les projets que j'ai dans la tête pour les poser. J'ai envie de laisser la place à ça, la créativité, ça m'anime aussi. Petite question que j'aime bien poser, est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins? Je remercie tous les matins. C'est le premier truc, je remercie pour tout ce que j'ai dans la vie parce que je me sens très reconnaissante de tout ce qui est déjà là. Julie, on est bientôt à la fin du podcast. Je sais, ça passe très vite. On remercie les auditeurs de nous écouter. Et est-ce que tu aurais justement quelque chose à nous rajouter qu'on n'a pas encore dit lors de ce podcast?
de Passion d'entreprendre? Ouais, ce que je dis, c'est que tout est possible. En fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est que quand ils me disent non, mais là, je fais ça et là, j'ai mon salaire. Mais je dis, mais tout est possible, en fait. Il n'y a rien qui est figé. Honnêtement, que ce soit une problématique, que ce soit une envie ou un projet, tout est possible. Donc vraiment, de s'accrocher à ça, parce que ça, c'est la vie, en fait. Ça peut être simple et ça peut être doux. D'y aller. C'est le premier pas. La vie, c'est le mouvement. C'est pas en restant à rien faire ou en se disant ou en restant dans sa tête qu'on avance, quoi. C'est de se mettre en mouvement. Le premier pas. Eh bien, écoutez, mettez-vous tous en mouvement. On vous remercie. Julie, merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans de nouveaux épisodes de Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.